Dès le mois d'août 1942, d'importants convois de prisonniers de guerre arrivaient, à quelques centaines de mètres de nos barbelés, pour être acheminés vers un camp voisin. Certains prisonniers sont morts dans le train. Sur ordre des Allemands qui les escortent, leurs camarades les traînent par les pieds pour les sortir des wagons à bestiaux dans lesquels ils sont littéralement empilés. D'autres, complètement épuisés et incapables de descendre, sont achevés à coups de matraque ou de pistolet. Les cadavres sont chargés sur un fourgon militaire traîné par un attelage de prisonniers. Le funèbre convoi s'avance, sous bonne garde, tout près du bloc 4. Les corps sont jetés dans une fosse commune, à quelques mètres de nous, sans vergogne, nus comme des vers. Je suis Étienne Jachet, le fils du lieutenant Bernard Jachet, qui a été le prisonnier numéro 1636 de l'Oflag 2D de Grossborn, puis de l'Oflag 2B d'Arnswald, à partir du mois de mai 1942. Et ma famille a fait don au musée de l'Oflag 2D, qui se situe à Borny-Sulinowo en Pologne, sur les lieux où était le camp dont je parle, de son uniforme et d'un sac qu'il avait échangé contre d'autres choses au moment de sa libération, ou peu de temps avant sa libération, à l'Oflag 83 de Wietzendorf. Donc ce sac à dos que mon père avait rapporté de captivité est un sac à dos italien. La Santa Maria de Christophe Colomb, que mon père a fabriqué pendant la captivité ici à l'Oflag 2D de Grossborn. J'ai extrait des lettres qu'il envoyait à ma mère, les passages dans lesquels il parle de la fabrication de la Santa Maria, et il a réussi à la faire envoyer par un colis postal. Et cette Santa Maria, je l'ai vue pendant toute mon enfance notamment, dans une vitrine à la maison chez mes parents. Et ma famille a décidé d'en faire don au musée de l'Oflag 2D. Nous sommes ici dans un lieu où l'une des 3 colonnes de prisonniers de guerre français de l'Oflag 2B ont dormi une nuit, où ils arrivaient donc de l'Est pour continuer vers leur chemin vers Bergen. Et a priori, c'est la nuit du 5 au 6 février. Alors la nuit très précisément du 5 au 6 février 1945. Donc on est une semaine après leur départ de l'Oflag 2B d'Arnswald.
À ce moment-là, ils sont répartis en 3 colonnes. Ils sont à peu près 2500. Ils vont faire 300 km à pied. Au bout des 300 km à pied, à peut-être 150 km d'ici, une centaine de kilomètres d'ici, ils arrivent dans une ville qui s'appelle Varonne. Et là, ils vont être séparés en 2 groupes. 60% qui vont prendre le train et à peu près 40% qui vont continuer à pied. Alors ceux qui vont continuer à pied, au total, auront fait 460 km au bas mot, dans les conditions que vous connaissez, que je vous ai rapidement expliquées, avec des fermes comme ça pour les accueillir le soir, sans nourriture, sans rien. Moi, je me souviens d'une des rares anecdotes quand mon père en parlait peu. Je ne sais pas, vous direz vous si vos pères en parlaient. Mais une des anecdotes, c'était de dire, tu sais, tu manges ce que tu as dans ton assiette, parce que ça m'est arrivé de donner des coups de pied à des cochons pour leur piquer leurs patates parce qu'elles étaient chaudes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un prisonnier arrive dans un camp, il commence par être enregistré administrativement. Donc ça, je vous montrerai avec le site que j'ai créé il y a 17 ans. On a quelques fiches des personnels carteux, où là, les prisonniers sont photographiés et les Allemands leur demandent un certain nombre de renseignements. Ce sont des fiches imprimées qui sont remplies à la main ou à la machine à écrire. Les officiers, eux, ils rentrent dans une baraque et ils ressortent à la fin de la captivité. Les soldats et les sous-officiers, ils rentrent dans le stalag et après, ils sont envoyés dans des commandos de travail. Mais ils sont toujours rattachés administrativement à un stalag. Nous sommes à Stargard, qui se situait en Allemagne, évidemment. On est en Pologne depuis 1945 avec les changements de frontières liés au traité d'Yalta. Brama wjazdowa, czy też brama wejściowa do obozu Stalag 2D. Donc cet endroit, c'est le premier que nous visitons parce que à peu près par là qu'il y avait la porte d'entrée au camp. Dans la première année de la création de ce camp, il y avait 50 000 prisonniers. Et maintenant, on va passer à l'endroit où il y a un élément commémoratif. Les pierres, par exemple, de ce monument viennent du cimetière municipal. Donc c'était justement la participation de la ville, disons, de donner ces pierres. Bardzo pomysłowo. Je vous propose qu'on se rapproche du monument et puis Antoine va déposer la bougie. J'ouvre. Civil, dans le squelette on avait trouvé, on se demande, il y a plusieurs théories, qu'est-ce que c'est comme civil, d'où vient-il? Il y a des scientifiques qui disent que ce sont peut-être des insurgés de Varsovie, la population civile. C'est pas un cimetière avec des tombes individualisées. Des fausses communes. C'était des fausses communes. Oui, des fausses communes. Le lieutenant André Rabin, qui a été assassiné en mars 1942, son corps a été rapatrié avec d'autres Français en 1951. Il a d'abord été enterré dans le cimetière du Stalag 2B d'Hammerstein. Il a été exhumé une première fois pour être envoyé au cimetière militaire de Gdansk, de Danzig. Et il a été exhumé une deuxième fois en juillet 1951 et rapatrié par bateau de Gdansk jusqu'à je ne sais plus quel port en France, je le savais mais j'ai oublié. Mais avec d'autres, Rabin n'était pas le seul à revenir. La France, enfin l'État de Vichy, au lieu de confier les prisonniers de guerre sous la protection d'un autre pays, a décidé de s'occuper elle-même des prisonniers de guerre. Nous, on a une armée française qui est en retard d'une guerre dans le sens où on a construit la ligne Maginot. Et ce qui part d'un bon sentiment, c'est-à-dire qu'il faut protéger les hommes pour éviter la boucherie de la Première Guerre mondiale. Mais d'un autre côté, la ligne Maginot, qui aurait dû être très efficace, elle s'arrêtait à la frontière belge. La Belgique étant un pays neutre, il y avait une ligne fortifiée qui était beaucoup moins fortifiée
que ce qu'elle était le long du front allemand. Et les Allemands ont commencé par faire semblant d'attaquer par la Belgique, mais en réalité, ils ont percé à Sedan. Et alors, quand on travaille sur les listes allemandes de prisonniers et qu'on voit les dates de capture, c'est fulgurant. Vous voyez Sedan sur la carte, 10 mai 40, le 20 mai, ils sont au bord de la mer. Ils ont mis 10 jours à traverser le nord de la France en faisant énormément de prisonniers qui étaient montés en Belgique. Les unités les mieux motorisées de l'armée française étaient montées à l'avant des Allemands en Belgique, et puis en fait ils se sont trouvés coincés. Il y a plus de 1500 officiers de l'Oflag 2D par exemple qui sont pris à Dunkerque, les 3 et 4 juin 40, et puis aussi des centaines qui sont pris 3-4 jours avant à Lille, 29, 30, 31 mai à Lille. Ils n'ont pas eu le temps de repasser. Personnellement, un bâtiment construit par les nazis pour les nazis qui s'effondre, personnellement, j'aurais pas de regrets. Mais cela étant pour l'histoire, c'est un... Voilà. Ouais. Je posais la question à Dariusz de savoir si Göring était venu ici. Et il dit que oui, en... Welche Monate? Il est venu en 1942, au mois de mai. Parce qu'ici, il y avait une école, une importante école de pilotes sur le camp de Grossborn également. Donc les Allemands ont parfaitement réglé le problème de chauffage ici pour ce bâtiment. Donc, il y avait une boiserie, une belle boiserie. Oui. Sur le sol, il y avait du parquet du bois de parquet de chêne. Gdybyśmy chcieli ogrzać, to musielibyśmy dać te radiatory, grzejniki, całe ściany by były w grzejnikach. Pour chauffer ça, il aurait fallu mettre des radiateurs sur tout le mur. Więc oni rozwiązali ten problem, ils ont arrangé że ce zaczęli problème. tłoczyć ciepłe powietrze przez te rury. Donc ils ont réglé le problème en amenant l'air chaud par ce gros tuyau. Donc il y a une légende qui dit que quand on suit justement ces tuyaux, enfin ces canalisations qui conduisent vers le sol et qu'on sort de quelque part en dehors de la ville. Voilà, ça conduit en dehors de la ville. Comme des souterrains. Comme des souterrains, et là-bas il y a des choses plus grandes à voir. Et alors ici, il pouvait y avoir des concerts et l'orchestre se tenait dans cette partie en fait. Et l'incendie a eu lieu dans la nuit du 1er janvier 2010. Il y a un nouveau propriétaire depuis 3 ans, mais qui pour le moment n'a rien fait. Et alors ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que le bâtiment était quand même ultra moderne, c'est-à-dire que vous avez vu la cour. La cour, elle est niveau moins par rapport à ici. Et il y avait des passages sous le bâtiment qui permettaient jusqu'à des camions qui venaient livrer les denrées pour les cuisines en sous-sol. Donc c'était vraiment hyper moderne. Mais il y a le même en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, dans les Landes de Lüneburg. Arriver contre nous de la pluie, l'étendard sont élevés, l'étendard sont élevés. Entendez-vous dans les campagnes ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux âmes citoyens, formez vos bataillons. Un petit mot sur ce monument. Le texte a été fait en français, bien sûr, par le général Jean Simon, qui était le précédent président de l'amicale, et le texte a été traduit en polonais. Dariusz, avec une application et en reprenant les photos et en travaillant avec un géomètre de Bornesi-Novo, a une application. C'est-à-dire que là, on est très précisément
peut-être à 50 cm ou à 1 mètre près, à la porte du camp. Le cas du lieutenant Rabin. 8 mois pour creuser ce tunnel, à partir de la baraque 35-2, qui vont remplacer les évadés par des mannequins. Et le fait que le sol a été bougé, en passant ces 2 appareils, les couleurs du sous-sol changent et ils ont retrouvé le tracé du tunnel. Et en plus, ils ont creusé en direction de la colline. Tout à fait. 8 mois. Ouais. Fabriquer les faux papiers, fabriquer des vêtements civils, etc. Ne pas ébruiter. Et surtout le secret absolu. Dans le musée, vous trouvez tout d'abord, comme vous pouvez voir, il y a une chambre typique d'un prisonnier. Il y a des lits en bois à 3 étages. Chaque prisonnier, quand il arrivait au camp, il recevait un matelas rempli de paille et une couverture. Voilà, c'était tout. Une couverture pour dormir. Et pour s'habiller, il recevait des sabots, puisque c'était des militaires, ils étaient obligés de porter des uniformes. Mais ils économisaient ces uniformes pour des occasions solennelles et spéciales. Et ils se procuraient des vêtements civils par le billet de colis qu'ils recevaient ou par la Croix-Rouge. Et à part ça, il y a des souvenirs de ces prisonniers, donc toutes sortes d'objets comme des boîtes de cigarettes, des petits calendriers, des brosses à dents, des lunettes. Il y a aussi des plaques d'identité des prisonniers. Il y a des objets quotidiens, comme vous pouvez voir dans la vitrine, donc des couverts, des tasses, des verres, des bidons. Voilà. Et ici, dans cette vitrine, on peut voir des ustensiles pour produire, entre guillemets, des médicaments, toutes sortes de médicaments à base du miel, parce qu'il faisait de l'apiculture à base des herbes aromatiques. Je suis très heureux que vous nous accueilliez aujourd'hui et je vous remercie au nom de tout notre groupe. Comme vous le savez, nous sommes des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants d'officiers français qui ont été prisonniers dans cette caserne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ces photos, quand on est venu en 1999 pour la 3e fois avec ma femme et mes 3 filles, on est arrivé à l'entrée de la caserne. Ils ont appelé un militaire, un capitaine qui parlait anglais. Revenez demain matin, on va demander au colonel si vous pouvez rentrer. Et moi j'ai promis en rentrant en France que ces photos que je possédais, j'allais leur envoyer. Et vous les voyez aujourd'hui, ils les ont bien retirées. Alors évidemment les photos, vous avez des officiers polonais, c'est pas moi qui les ai données. Mais toutes les autres photos, c'est une collection qui a été prise clandestinement par des prisonniers français pendant la guerre. Et l'amicale de l'Oflag, en je ne sais plus quelle année,
proposait à la vente ces photos. Et du coup, il y a énormément de prisonniers qui les ont acquises. Et ces photos, elles ont été dans beaucoup de familles en France. Le lieu très important et très symbolique pour la ville de Czarne. Oczywiście związane z obozem jenieckim. Lié au camp de prisonniers de guerre, bien sûr. Donc Paul Rabin, qui avait été tué dans un bombardement dans le nord de l'Allemagne, a été exhumé et rapatrié en France en 1949. Et André Rabin a été rapatrié en France avec d'autres anciens prisonniers de guerre français morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant leur captivité, par bateau, après avoir été exhumé à nouveau de Gdansk. Et il est arrivé en France et il a été enterré, pour la dernière fois, après 2 exhumations, dans le carré militaire du cimetière de Thiers, cimetière parisien de Thiers. On dit parisien parce qu'il appartient à la commune de Paris. Donc je vous présente Mariusz Winiecki, qui est le président de la fondation polono-américaine. Beaucoup des officiers pris à Dunkerque le 4 juin 1940, dans le premier bloc 4 de l'Oflag, que l'on a retrouvé il y a quelques années avec Dariusz. Cet Oflag a été fermé le 21B pendant l'été 1943. Et il a été réouvert plus tard, Mariusz nous dira à quel moment, pour accueillir, entre guillemets, des prisonniers américains qui ont notamment été pris pendant la bataille des Ardennes pendant l'hiver 1944-1945. Au début, ça a été juste une église, une chapelle construite juste pour une place religieuse, mais il n'y avait pas forcément de religion, mais il y avait autant des protestants. Et c'est pour ça qu'en haut du clocher, on ne voit pas une croix catholique comme on pourrait s'y attendre.
Cette église a été rénovée dans un style protestant et luthérien, notamment avec les briques, et c'était vraiment, tout est assez rénové dans le style de l'époque. Donc quand les Russes sont venus, en fait, ils ont considéré que c'était une terre allemande et donc ils ont tout pillé sur leur passage pour aller jusqu'à Berlin. Donc là, il nous montre le plan avec les baraques et derrière d'autres baraques qui étaient à la place du terrain de sport. C'était un camp plutôt petit puisqu'il pouvait accueillir environ 1000 prisonniers. Donc il y a 7 baraques. Trois étaient plus en bas. Et donc les 4 autres étaient plus sur la colline. Donc ici, il y avait une baraque exactement là. Mais elle n'est plus là, comme on peut le voir. Et la dernière qui reste est ici, donc elle est en briques et les escaliers sont également d'origine et c'est pour ça qu'on voit qu'il y avait tous ces étages avec la création de ces marches. Nous sommes donc devant le bâtiment de l'ancienne kommandantura allemande. Został przebudowany i tu jest ratusz, siedziba władz miejskich. En 1995, ce bâtiment a été reconstruit et on y a fait l'hôtel de ville. Merci de nous recevoir dans la mairie de Bornes-Sulinovo. Depuis 31 ans, de mon côté, j'ai beaucoup travaillé pour faire connaître l'histoire des prisonniers de guerre de l'Oflag 2D et de l'Oflag 2B. Je fais profiter de ce que j'ai appris depuis 30 ans à de nombreuses familles de prisonniers français. Et j'associe dans ce travail depuis 30 ans le travail de mon ami Dariusz Czerniawski,